Le Royaume-Uni vers l'éradication de la COVID-19. Lancée hier mardi à Londres, la campagne de vaccination contre la COVID-19 fait déjà ses effets. Margaret Keane, âgée de 90 ans, est la première bénéficiaire de ce vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. C'était bien, c'était vraiment bien. Je n'étais pas du tout inquiète. Vraiment, tout s'est bien passé. C'est la toute première campagne en Europe. Margaret Keane se réjouit d'être la première patiente à recevoir la piqûre. Elle invite par ailleurs à faire comme elle. Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors, allez-y, c'est ce que je peux vous dire. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe, avec près de 61 500 morts. La priorité du vaccin dans ce pays est donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite, suivis des soignants et des personnes de plus de 80 ans. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je ressens. C'est si étrange et si merveilleux. Vraiment, c'est une bonne cause. Je suis donc heureuse de l'avoir fait. La majorité de la population britannique devra, quant à elle, attendre 2021 pour bénéficier du vaccin. Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. Le Canada pourrait commencer la semaine prochaine à vacciner sa population en attendant le retour de l'Agence européenne du médicament sur ce vaccin d'ici fin décembre. Au total, la pandémie du coronavirus a fait plus de 1 539 649 morts dans le monde et contaminé plus de 67 millions de personnes. Quand la nuit tombe, Nadia est entre donner à téter à son dernier-né, s'occuper des autres enfants et suivre la cuisson du repas du soir. Abandonnée par son mari, Nadia, 28 ans, est seule à s'occuper de ses 7 enfants, dont 3 jumeaux. Quand je prends la route là, c'est les gens là, ils me donnent 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, 500, 500. Et puis je prends pour payer riz, pour les donner. Quand ils sont malades, je crée les médicaments indigènes. Si maman n'a pas l'argent, je l'envoie ça à Centre social là-bas. Et aussi, c'est pas tous les jours que je les trouve là-bas. Depuis, elle et ses enfants vivent dans une chambre située dans le bas-fond, juste derrière la grande mosquée de Grand Laou. Le crime de la jeune femme, sa trop grande fécondité. Mon mari, là, quand il fait grossesse pour le dernier jumeau là, je suis venue faire échographie. Et puis je suis arrivée là-bas, je lui ai montré papier. Il dit papa que je vais lui montrer papier. C'est ça, il dit pourquoi papa que je vais lui montrer papier. Quand il a vu que les jumeaux là, c'est les jours que il a fui. Jusqu'à où il dit. Il a fui. Moi aussi, je n'ai pas l'argent pour payer mes médicaments. Il a fui sur les conseils de son marabout, qui a prédit encore des jumeaux après les 3 grossesses jumellaires. En attendant que le père de ses enfants ne revienne à de meilleurs sentiments, Nadia et ses 7 enfants sont vulnérables. Ce matin, elle et ses enfants se préparent à aller au centre social. Quand mes enfants ils sont malades, là, c'est m'aider un peu, donc j'en vais là-bas. Se déplacer avec les 7 enfants est un défi. Serge a déjà assisté à un des voyages de Nadia. Je partais dans mes tournées dans un village et je vois Nadia avec 7 enfants. Je viens devant le guichet, elle demande à avoir un ticket. Moi-même étant passager, je demande comment un ticket avec tous ces enfants-là? Non, c'est pas possible. Et elle a commencé à se plaindre qu'elle n'a pas les moyens, elle a l'argent d'un ticket et puis on refuse de la prendre. Elle et ses 7 enfants. Et elle allait voir les transporteurs, les syndicats d'à côté, et ils lui ont dit de partir plaider. Elle allait plaider, puis certains passagers ont décidé de prendre ses enfants et elle a pu avoir ses 1 ticket. Au centre social de Grand Laou, Nadia et ses enfants sont chez eux. Voilà, vous les 2 grands, asseyez-vous. Tout le monde ici connaît l'histoire de cette dame, victime de sa fécondité. En premier, le directeur du centre. Nous avons écouté Nadia qui a fait l'histoire de son cas.
À la suite, nous avons adressé une convocation au père en question. Il est venu, les différentes démarches entreprises dans ce sens n'ont pas connu une issue heureuse. Le père des enfants qui persistait à ne pas accompagner, à prendre en charge ses enfants, nous avons finalement opté pour une orientation au niveau du tribunal, la section de Dabou. Le centre social l'aide dans la mesure de ses moyens depuis qu'elle a été abandonnée par son conjoint. Quand les enfants ne se portent pas bien, qu'elle vient, nous lui disons de partir à l'hôpital. Et pour la circonstance, nous demandons à un de nos collaborateurs de l'accompagner. Au vu de la consultation et des ordonnances, nous mettons à disposition les médicaments avec l'appui, bien entendu, de notre ministère par le canal de l'UNICEF. Nos efforts pour joindre le père de ses enfants sont restés vains. Nadia, elle, croit que ses enfants sont ses bénédictions et rêve de les voir réussir. Moi, je veux qu'ils n'ont pas m'aider pour occuper mes enfants. Ils vont réussir. Elle a saisi le juge des enfants de Dabou pour contraindre son mari à lui verser une allocation alimentaire. En attendant l'issue de cette saisine, Nadia et ses enfants sont sans ressources et vulnérables. Oufouékro, cité située dans le centre de Cocody, commune huppée du district d'Abidjan, du nom du père de la nation. Il avait construit cette cité pour loger son petit personnel. Parmi eux, le doyen Honoré, qui a servi comme chauffeur chez les Oufoués. En ce jour de commémoration du décès de son ex-patron, Honoré dépoussière un portrait qu'il garde soigneusement depuis des années. Oufoué, chez moi, c'est un dieu. C'est mon dieu, donc, dans ma maison, tout ce que j'ai comme photo, c'est Oufoué-Boigny. Le 7 décembre 1993, Honoré s'en souvient aujourd'hui encore comme si c'était hier. Une journée noire, dit-il. Le jour du décès du président Oufoué-Boigny, j'étais de permanence. On a fait la permanence jusqu'à 6h30 par là. On a vu le professeur Bondiran prendre sa voiture. Et on a interpellé, on a dit, professeur, c'est comment? Il dit, je rentre à Abidjan. Et mon collègue m'a dit, Honoré, les grands docteurs là s'en vont. Vraiment, je suis inquiet. Ça n'a pas duré. Nous avons vu monsieur le doyen, le papa, le grand-père Aboulaye Diallo. Quand on lui a posé la question, il nous a répondu en baloué, viens là. Ça veut dire que le soleil s'est couché. Âgé de 66 ans et affaibli par la maladie, l'ex-chauffeur garde de son ex-patron de beaux souvenirs. Il y avait le hangar des chauffeurs, ils sont en train de jouer à Walé. On est concentré dessus, jouer à Walé, on se donne notre tête. Et voilà qui a arrêté. Et puis bon, on joue, quand on vient se lever, il dit non, jouez. Des fois même il dit, tu ne connais pas jouer, si tu jouais ça là, tu allais le gagner. En 33 années de gestion du pouvoir, le père fondateur de la nation ivoirienne a réussi à faire de la Côte d'Ivoire le creuset de l'intégration africaine. Il a fait un brassage de toute l'Afrique. Le président a dit, la Côte d'Ivoire c'est comme une rivière qui ne tarit jamais. Chacun vient, il trouve de l'eau à boire, il s'installe. 27 ans après sa disparition, Félix Houphouët-Boigny a laissé à la Côte d'Ivoire un héritage dont la gestion est diversement appréciée. Ce n'est pas évident de remplacer quelqu'un comme Houphouët-Boigny, mais la volonté de gérer l'héritage existe et les héritiers le font évidemment à leur manière. Le père Félix Houphouët-Boigny a tracé les sillons du développement, de la démocratie, de la paix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, son fils, son unique fils, comme je l'ai dit tantôt, est en train de poursuivre l'œuvre du père. Parce que tenir l'héritage, ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette œuvre de réconciliation, il a tendu la main à son frère aîné, Henri Konan Bédié. Et il a remis le passeport de Gbagbo. Depuis que le président Houphouët est parti, la Côte d'Ivoire connaît une crise
Il y a eu d'abord le coup d'État de 1999, après la rébellion de 2002. Je pense également que ceux qui sont aujourd'hui les acteurs politiques dans le temps n'ont quand même pas de responsabilité dedans. Mais je pense que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire amorce un tournoi assez important. Décédé à 88 ans, le président Houphouët-Boigny était un homme de paix, de dialogue, de partage, mais aussi de justice, des valeurs que les Ivoiriens entendent voir perpétuées par les acteurs de la classe politique.